Ma mère est algérienne, d'Oran, et mon père est serbo-croate. Voilà. Ok. Donc aujourd'hui, on est un peu un mélange explosif. On peut dire des gens dangereux. 19 combats, 16 KO. Un bon ratio. Un bon ratio, très bon ratio. C'est un combat franco-français qui pourrait faire une belle carte. Donc peut-être que financièrement, ça serait intéressant. Et puis pour le public français. Donc oui, c'est un combat qui pourrait m'intéresser si il serait prêt à accepter. D'accord. Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on est avec Milan Prat, tout nouvellement couronné champion WBA intercontinental. Comment ça va, champion? Eh bien, écoute, je te remercie pour l'accueil. Je suis honoré de pouvoir participer à cette interview et tout va bien pour moi. Merci beaucoup. Bah alors, écoute, je t'explique le principe de ce type d'interview, l'avant-combat, même si là, ton combat est déjà passé, c'est 20 questions sur ta carrière, tes ambitions, potentiel futur. Comment est-ce que tu en arrives à devenir le champion que tu es aujourd'hui? Et un petit quiz binaire façon combini pour en savoir plus sur tes centres d'intérêt. Nickel. Première question, dans un premier temps, peux-tu nous indiquer où est-ce que tu as grandi et est-ce que tu as pratiqué d'autres sports avant la boxe anglaise? Alors, j'ai grandi ici, dans la ville de Drancy, plus particulièrement Drancy Centre. C'est au niveau de la mairie. Et avant la boxe, j'ai pratiqué énormément de sports. J'ai fait beaucoup de basket, beaucoup de foot, pas mal de sports collectifs. Et puis, j'ai vu que c'était pas fait pour moi, la collectivité. Alors, je me suis vite dirigé vers le sambo, la lutte, la natation. J'en ai fait longtemps. Et puis, je suis tombé dans le sac de la boxe anglaise. Et du coup, voilà, là, j'aimerais savoir, qu'est-ce qui t'a donné ce déclic-là quand tu dis t'es tombé dans le sac de la boxe anglaise? Pourquoi tu t'es intéressé à ça? Pourquoi tu t'es intéressé à un sport qui est assez rugueux, on va pas se mentir, et surtout devenir professionnel? Alors là, c'est un sport très très dur. J'aurais peut-être certainement préféré percer dans le basket. Mais en l'occurrence, je suis tombé dans la boxe anglaise un peu par hasard, si tu veux. C'est mon père qui m'a amené à la salle de boxe de Rosny-sous-Bois. Et parce qu'il y avait pas mal d'amis à lui qui s'entraînent là-bas. Et si tu veux, de fil en aiguille, en vérité, mes résultats ont fait que j'ai continué, j'ai poursuivi. Mais c'était pas quelque chose que j'adorais à la base. D'accord. Je préférais le basket. Ça, c'est bon à savoir, ça. Parce que maintenant, des baskets à champion WBA, comme c'est, Ah, il y a du choix. Il y a du il y choix. a du choix. Sur ta bio Insta, on peut observer une multitude de drapeaux représentatifs d'une certaine richesse culturelle. Peux-tu un peu nous en parler de tes origines? Alors, bon, je suis avant tout de nationalité française. Voilà, j'étais en équipe de France, donc je prône la France et c'est normal. Et ma mère est algérienne, d'Oran, et mon père est serbo-croate. Voilà. Ok. Donc aujourd'hui, on est un peu un mélange explosif. On peut dire des gens dangereux. Excellent. D'où te vient d'ailleurs ce surnom de Natsuko? Comme mes origines, c'est quelque chose que j'ai pas choisi. Voilà, on m'a appelé comme ça en amateur. C'était un peu mes coachs qui m'appelaient Natsuko, et ça m'a suivi en professionnel. J'aurais préféré un truc un peu plus punch, quoi, tu sais, Ouais. l'anesthésiste ou ça m'a suivi. Et puis c'est une belle référence pour ceux qui ont la référence du film Kickboxer, Jean-Claude Van Damme. Voilà d'où ça me vient. Lors de ton dernier combat que tu as remporté, grâce à ce fameux crochet gauche qu'on revoit souvent dévastateur, tu as pu remporter la ceinture WBA intercontinentale. Elle représente quoi pour toi, cette ceinture? Sachant qu'en plus, avant, tu avais été champion d'Europe EBU. C'est ça. Alors, pour ma part, je prends ces étapes-là comme des entre guillemets des formalités. Pour moi, ça reste que des étapes. Je suis fier d'avoir accompli ça, mais ça représente simplement pour moi un pas de plus vers mon objectif ultime, qui est d'être champion du monde. Aujourd'hui, ça m'a permis de me classer 7e. On vise être numéro 1 pour pouvoir en fait décrocher le Graal. En général, pour préparer un combat, tu t'entraînes exclusivement en France ou ça t'arrive de changer de pays? Si oui, quelles ont été tes récentes destinations et qu'est-ce que tu aurais trouvé ailleurs que tu n'as pas forcément trouvé ici? En général, je vais reprendre gentiment en France, mais aujourd'hui, je m'entraîne
plus vraiment en France lors de mes préparations. Dès que j'ai une date de combat, je pars. Ma dernière préparation, je l'ai faite aux États-Unis. Ok. C'était à Houston avec Bobby Benton, le coach. Il y avait aussi mon coach Kassa Baradji qui m'a suivi. Et une salle remplie de champions du monde. Donc c'est juste merveilleux. J'ai été pas mal de fois en Angleterre. J'ai été au Mexique. J'ai été dans les montagnes en Sierra Nevada en Espagne. Et je pense que tout ça aujourd'hui, ça m'a permis d'évoluer dans ma carrière. Ouais. Et qu'est-ce qu'on trouve pas ici déjà, je pense, les sparring et le cadre vraiment boxe pro. Ok. J'ai envie de dire. Parce que ici, c'est vrai qu'on en parlait un peu en off. Il n'y a pas forcément la mentalité qui suit dans les salles parce que c'est pas le schéma qui s'y prête. C'est ça. C'est en vérité, depuis que le sport, pour ma part, est devenu associatif, Ouais. c'est vrai qu'il est ouvert à tous, c'est très bien et ça aide aussi. Mhm. Je pense que on ne forme plus les champions comme si ils devaient tout payer de leur poche. Ok. Quand tu investis sur toi-même, ouais, comme je l'ai dit, tu rates une minute, tu la refais, quoi. Ouais. Donc voilà pour ma part. 19 combats, 16 KO. Un bon ratio. Un bon ratio, très bon ratio. Comment ton style de boxe a-t-il évolué au fil des années, notamment d'amateur à chez les pros? Et y a-t-il un aspect de ton arsenal sur lequel tu as particulièrement insisté ou pas du tout? Alors moi déjà, je préfère la boxe professionnelle. Ok. Voilà, même en amateur, c'était quelque chose. En amateur, c'est beaucoup de débit, beaucoup de rides. C'est vraiment, ça frappe, hein, mais c'est toucher, marquer des points, fuir. Il y a que 3 rounds. En pro, sur un 12 rounds, ça te laisse le temps de construire. Et puis avec les bandages pro et les petits gants, il y a pas besoin de toucher beaucoup de fois. Ouais. Ça veut dire que tu touches, ça coupe, ça ouvre. Donc pour ma part, je préfère le professionnel. Et on s'est, je pense avoir aujourd'hui peut-être des lacunes défensives. Donc moi, D'accord. personnellement, je me suis un peu concentré sur ça. Et le reste, Dieu m'a donné un don, je ferai un peu. J'ai pas vraiment besoin de me concentrer dessus. Ça, c'est bon à savoir ça. Que ce soit en amateur ou en pro, justement. Si tu devais citer, on citait qu'une seule, quelle a été la victoire pour toi la plus mémorable de ta carrière? Ça peut être la dernière, potentiellement. Et à l'opposé, quel a été le moment le plus difficile pour toi que tu aies surmonté en tant que boxeur professionnel? Tu peux avoir un petit temps de réflexion, si tu veux, pour essayer de t'avoir ces 2 moments clés. Ah, je les ai, hein. Ok. Ouais, je les ai. Moi, ce qui m'a marqué le plus, c'était vraiment ma première, j'en ai eu beaucoup, mais si je devais en citer qu'un moment, c'était ma première ceinture de champion de France professionnel Ok. contre Fouad El Massoudji parce que c'était à la maison. J'avais fait une première longue prépa pour ce combat. Carrément, on me voit, j'ai failli lâcher l'alarme. J'ai failli lâcher l'alarme à la fin. Et puis, il y avait beaucoup de monde qui était venu me supporter. Et j'étais pas forcément parti favori pour ce combat. Donc, c'était quelque chose vraiment d'énorme pour moi. Et le moment le plus dur, en vérité, je pense que ça reste le même. C'est pas un moment en particulier, mais ça reste la sèche. Ok. Voilà, ça fait partie du processus, mais c'est pour moi le moment le plus dur. S'il y a un moment que je devrais rester, c'était mon vol en quart de finale au championnat d'Europe junior en amateur avec l'équipe de France. Mais on évite de passer à autre chose. En vrai. Et en plus, beaucoup de gens sont passés par là. Hein, exactement. beaucoup Donc ça va. Mais les moments les plus durs sont la perte de poids. Là, t'es en super welter, petite parenthèse. Pour les néophytes, on va dire, qui nous regardent, ceux qui connaissent pas vraiment le sport, ton poids de forme normal, c'est quoi? Et quand tu sèches, tu dois atteindre quelle limite? On va dire que mon poids de forme normal, c'est 77. Ok. On monte jusqu'à 81, 82, ça arrive. Ouais. Et je descends en général à 69, 800. C'est le poids de la catégorie. La catégorie, c'est pas ouais. Et quand je m'entraîne, je suis à 76, 17. 18. C'est ça le problème. Le problème de la boxe anglaise, c'est qu'ils sont trop méchants sur les catégories. Beaucoup plus qu'en MMA. Mais bon, c'est comme ça. Aujourd'hui, quelle est ta source de motivation principale? Celle qui t'inspire à t'entraîner tous les jours, faire tous ces sacrifices, notamment sur la jet que tu viens de mentionner, et à performer sur le ring. Déjà, premièrement, je pense que ma première source de motivation, c'est mes qualités. Parce qu'en vérité, si j'avais pas
et des certaines prédispositions, j'aurais lâché l'affaire. Ouais. Donc c'est ce qui me pousse à continuer et me dire, ouais, c'est du gâchis si t'arrêtes. Et c'est normal. Ensuite, j'ai ma famille, mon père, ma mère. Ouais. Voilà, on est encore à Drancy, hein. Ça veut dire qu'on n'a pas réussi. Et j'ai ma fille. Ok. J'ai un enfant, j'ai une petite d'1 an et demi. Donc c'est aussi pour moi une source de motivation. Et en vérité, à ce niveau-là, t'as pas mal de responsabilités. Et donc je fais ça d'abord pour moi, mais aussi pour tout le monde. Ouais. Et c'est d'une certaine manière, c'est comme ça que je peux les remercier. Voilà. Parfait. Quels sont du coup tes objectifs à court et à long terme en tant que boxeur professionnel, si tu pouvais les énoncer? Je vais pas te dire tout prendre. Non, là, on est en pourparlers pour défendre la ceinture de champion d'Europe à court terme. Ouais. Ou continuer à avancer dans la WBA. Bon, les deux sont des bons choix. Ensuite, la suite logique voudrait que ce soit une demi-mondiale pour le coup, si tout se passe comme prévu. Et puis une ceinture de champion du monde, avoir une opportunité mondiale. La décrocher serait bien. Ouais. Décrocher, gagner cette ceinture, puis la défendre un maximum de fois. Et voilà, on verra, aller jusqu'au bout. Jusque là où on peut aller, c'est tout. C'est fort. Mais bon, faut gagner. Il faut gagner. Faut tout gagner, par contre. Peux-tu nous parler de ta relation, justement, avec ton père, Boris, et quelle place il occupe dans ta carrière de C'est un boxe? tyran. Il est là. Non, je rigole. Aujourd'hui, mon père et mes parents en général, c'est un peu mes premiers supporters. Ok. C'est vraiment pour moi les personnes aussi les plus importantes de ma vie avec ma fille. C'est des gens qu'on remplace pas. Et pour le coup, mon père aujourd'hui, il joue un rôle important dans ma carrière. C'est un peu, tu sais, celui qui va filtrer les gens. Voilà, un tel il est bien, un tel il est pas bien. Et j'ai envie de te dire aussi, c'est d'une manière mon préparateur mental. Voilà, il met un peu de pression. Non, c'est quelqu'un qui est indispensable à ma vie de boxeur et à ma vie de tous les jours, tout simplement. Question un peu similaire, mais pour tes entraîneurs, cette fois-ci. Comment t'ont-ils aidé à devenir le boxeur de classe mondiale que tu représentes aujourd'hui et quelle influence ils ont sur ta carrière, sachant qu'on a pu évoquer en off l'importance du fait qu'ils puissent te suivre par moment et Ouais. aller partout. Aujourd'hui, mon staff il y a 3 personnes dans mon staff. Ok. Se constitue de 3 personnes. J'ai mon cutman, Mohamed Kebli, Shekina Koulibaly, mon second coach, et Kassa Baradji, mon premier entraîneur. D'accord. Donc Kassa Baradji aujourd'hui c'est comme mon frère. C'est vraiment c'est plus mon frère que mon coach, mais bon on sait faire la part des choses. Ouais. Et c'est pour moi aujourd'hui une personne aussi comme je dirais qui est indispensable à ma vie, indispensable à ma carrière. Il me suit à l'étranger quand je suis en préparation, malgré qu'il ait une vie de famille à côté. Et je pense qu'il y a très très peu de coachs qui délaisseront cette vie de famille pour un type qui pour l'instant ramène pas des millions. Pour un mec qui ramène pas des millions. Pareil pour mon second et mon cutman, ce sont des gens avec qui j'ai grandi, j'ai évolué de mes 14 à mes 24 ans bientôt. Donc ça va faire 10 ans et puis on peut pas s'en passer. Incroyable. Cercle fermé mais solide. Exactement. Lors du dernier combat de David Papo face à Bilal Shkitou, j'ai pu observer quelque chose d'assez intéressant. On a pu le voir de manière respectueuse, mais assez ferme, défier le champion IBA de la catégorie. À ce stade de ta carrière, est-ce que ce combat franco-français suscite-t-il encore ton intérêt? Et est-ce que tu serais prêt à aller chez lui, au Zénith de Nantes? On sait que c'est le feu quand ils combattent là-bas, par exemple, c'est vrai. à te déplacer. David Papo, aujourd'hui, il s'est concentré sur une fédération qui, pour moi, j'ai pas beaucoup d'intérêt à aller dans cette fédération, IBA. Maintenant, c'est un combat franco-français qui pourrait faire une belle carte. Donc, peut-être que financièrement, ça serait intéressant. Et puis, pour le public français. Et si je serais prêt à aller chez lui, moi, j'ai aucun problème à aller partout, hein, de toute façon. Quoi qu'il en soit, faut que le résultat soit le même. Ouais. Donc, oui, c'est un combat qui pourrait m'intéresser si il serait prêt à accepter. D'accord. Ça, c'est intéressant comme message. On aime bien. On aime bien le message. On aime bien. En toute Mais délicatesse. je le respecte. Ouais. Aujourd'hui, c'est mon aîné et il a une très belle carrière. Ouais.
Et encore, il a des belles années devant lui. Peut-être qu'un jour, il serait intéressé par ce combat. On va essayer de grapper. Pour l'instant, il est devant moi. Je peux rien dire. Excellent. Bah, David, voilà, c'est à ce message. Avec tes managers, c'est cool. Pour rebondir un peu sur le fait de cercle fermé, mais solide, quels sont les principaux conseils que tu donnerais à un jeune boxeur, notamment en France, qui veut réussir dans ce sport, de manière concrète? Pour ma part, déjà, je lui dirais d'aller au football. Il n'y a pas d'argent ici en boxe. Mais non, plus sérieusement, si demain un boxeur veut commencer, vraiment, faut d'abord qu'il s'entoure de bonnes personnes, Ouais. parce que c'est un monde où il y a beaucoup de requins. Ouais. Et aussi de pas lâcher. Et pour le coup, de pas rester avec l'évolution. Si vraiment c'est quelqu'un qui veut aller au très haut niveau, de pas rester en France et de s'ouvrir à plusieurs salles, plusieurs entraîneurs, voyager, voir plusieurs cultures au niveau boxe, parce qu'ici on est un petit peu en retard sur ce niveau-là. Excellent. Comment gères-tu, justement, en tant que boxeur professionnel, la balance entre ta vie pro et personnelle? Et quels sont tes loisirs en dehors du ring, si t'en as à part la boxe? Je te mens pas, on dirait j'ai qu'une vie pro. Hein. Après, on essaye de profiter un peu, tu vois. Là, en ce moment, je suis là. Je profite. Bon, j'ai été voir Scream 4, j'ai été voir Ant-Man. J'adore le cinéma. Ok. J'étais à la Foire du Trône aussi. Je suis un peu un gamin. J'aime tout ce qui est activité, sortie, resto. Je fais vraiment tout. Mais c'est vraiment court. J'ai pas beaucoup de temps et j'essaie de passer, dès que je peux, passer du temps avec ma fille. Donc, ça reste court, limité, et puis, on prendra du temps pour nous quand on sera champion du monde. Voilà. C'est tout. Quel est ton avis sur l'évolution de la boxe en général dans le monde ces dernières années? Et comment penses-tu que ce sport évoluera dans le futur? Si tu pouvais donner vu que tu es vraiment, toi, dans le système, dans le business, est-ce que tu aurais peut-être une idée de comment est-ce que ça peut évoluer dans les années à venir actuellement? Bah, aujourd'hui, c'est vraiment la boxe et le boxing business. Ouais. Je pense que ces dernières années, on a réussi quand même à faire de très belles cartes. Ouais. Avec pour certains combats, des bourses astronomiques. Astronomique, effectivement, l'international, poids lourd. Donc, je pense que ça, c'est bien pour les boxeurs, pour le coup. Pour les gens qui sont au chômage, je sais pas. Mais pour le coup, pour les boxeurs, le fait qu'ils gagnent mieux leur vie, c'est une bonne chose. Du moins à l'étranger. C'est ça, à l'étranger, on prend tout, on voit tout, là. Encore une fois, le fait de faire rencontrer, parce qu'il y en a pas mal dernièrement qui ont pris les 4 ceintures, machin, donc ça veut dire qu'on fait des combats avec des champions pour faire pour en faire des champions unifiés. Ça reste de très belles cartes. Mais ça n'a pas changé dans le sens où les promoteurs, ça reste des requins, et donc sur ça, c'est à peu près pareil. D'accord. Maintenant, en France, je pense que l'évolution, elle se fait pas dans le bon sens. On a eu les années phares de la boxe où il y a eu, pour ma part, Maillard Manchipour, Laurent Boudouani, René Jacot, Lorcy et j'en passe. On a eu un petit peu d'engouement après 2016, mais je pense, et je dis pas ça pour dénigrer, de par l'incompétence de certains promoteurs ou de promoteurs qui faisaient pas forcément des plateaux très attrayants. D'accord. Ça a fait un petit peu couler la boxe en ce moment. Mais bon, j'espère qu'avec de beaux combats, des belles cartes, on fera remonter tout ça. Eh ben, c'est intéressant que tu parles de ça, justement, parce que là, je vais te demander, il y a eu une période qui a été assez compliquée pour tous les Français et surtout les athlètes en France durant cette pandémie, justement. Toi, comment est-ce que toi, tu l'as vécu, sachant que tu viens de mentionner peut-être une certaine incompétence, mais surtout une difficulté pour certains promoteurs de faire boxer d'autres boxeurs. Toi, durant cette période, comment tu l'as vécu? Est-ce que tu as pu beaucoup boxer? Comment ça s'est passé? Pendant cette période de Covid, j'ai pu faire, personnellement, j'ai pas eu de problème. J'ai pu faire 6-7 combats. Wow. Donc, c'est énorme, surtout pendant cette période, parce que j'avais la ville qui me soutenait, qui me prêtait de quoi organiser en termes d'infrastructure. J'avais un mécène qui m'aidait, Arnaud Sevin, si tu vois ça. Merci beaucoup. Et pour le coup, par contre, oui, c'est vrai, je boxais pour des bourses anecdotiques. D'accord. Pas dire gratuit. Ok. Voilà. Mais c'est des sacrifices que j'ai faits pour aujourd'hui avancer dans ma carrière. Certains sont peut-être
pas prêts à les faire aussi. C'est aussi ça qu'il faut voir. Moi, j'ai pu parce que, bon, j'ai dit, je vais faire l'impasse sur ça, et puis j'ai continué, c'est tout. Incroyable. Incroyable. Donc ça a pu mettre en exergue beaucoup de sacrifices que tu as dû faire. Ok. Après cette étape du titre WBA intercontinental, c'est quoi la suite pour Natsuko? Natsuko, il aimerait bien encore avancer un petit peu dans la WBA. Comme je te l'ai dit tout à l'heure, on est classé 7 aujourd'hui. Ouais. Je sais que il y a Soro contre Kurbanov le 6 mai, donc il y a une place qui va sauter. Je sais que Metcalf, il va se diriger vers Libio, donc il y a encore une place qui va sauter. Là, Madrimov, il est en train de faire un combat en moyen et combat ce soir. Peut-être qu'il monte chez les moyens, tu vois. Donc d'ici la fin d'année, on peut être classé premier, 2, si on avance correctement. Après, en tant que numéro 1, si t'es mandatory, t'es challenger officiel, tu fais un championnat du monde. Natsuko, il vise un championnat du monde d'ici 1 an et demi. S'il gagne ses combats, s'il fait pas d'erreur, s'il perd, retour en arrière. Hein. Justement, là, tu viens de nous faire un très beau balayage de ce qui se passe dans la catégorie. Ouais. Donc, je te remercie. Et est-ce que tu aurais un nom, là, que tu rêverais aujourd'hui d'affronter actuellement, sachant que tu as mentionné des ceintures et ça s'intéresse. Non, je rigole. Non, on rêve d'être champion du monde, c'est notre objectif. Okay. Donc aujourd'hui, le champion du monde, c'est Charlo. Ouais. J'ai les yeux en face des trous. Hein. Pour l'instant, je pense qu'il me bat. Ok. Je pense. Après, c'est pas dit que d'ici 1 an, il me bat encore. Ouais. Donc en tout cas, ça me laisse 1 an pour me situer. Maintenant, demain, on rêve de boxer Charlo, c'est normal. Je vais pas te dire on l'éteint. Je suis pas double. Je suis pas Cédric. Non. Okay. Mais en tout cas, l'objectif, c'est Charlo. Il a les 4 ceintures. Je pense qu'il va monter, que les ceintures vont être vainquantes. Ouais. Maintenant, il va y avoir pas mal de challengers, de coach challengers qui vont se battre. Il y a notamment peut-être Tim Tszyu qui va peut-être affronter un Charlo. Je sais pas si ça va se faire. Je sais pas si ça va se faire. Tim Tszyu, il l'a laminé Harrison. Ouais. Pour ma part. Ouais. Non, mais c'est ce il était déjà mandatory pour boxer Charlo par la WBO. Mm-hmm. Donc, voilà. Maintenant, je sais que le frère, il a confirmé qu'il allait en 76. Okay. Je pense qu'il va aller chercher Canelo. Après ça, peut-être Charlo, il va défendre une dernière fois ses ceintures et il va monter. Si les ceintures sont vacantes et qu'on est bien classé à la fin de l'année, comme je dis, on peut faire un championnat du monde. C'est ça qu'on vise. Magnifique. Du moins, bon. Magnifique. Dernière question, tout simplement, de cette première partie. Est-ce que tu peux me citer un ou une boxeuse, qui t'impressionne particulièrement aujourd'hui, toute catégorie confondue, et qui te fait dire, celui-là va marquer l'histoire plus tard. Aujourd'hui, là, est-ce que tu pourrais en citer un, que ce soit en France, international, peu importe. Pour le coup, bon, il a déjà marqué l'histoire. Crawford. Mm-hmm. Bon, il est sur ses 36 ans, mais il est vraiment impressionnant. Mais pour ma part, aujourd'hui, celui qui fait vraiment du mal et il boxe bientôt, je crois le 22 avril, c'est Davis. Ah, il est bon défensivement, il frappe, il est méchant. Pour ma part, il est complet. Et c'est quelqu'un il a 25 ans, 26 ans, peut-être 27 ans maximum. Ouais, il va peut-être il est sur ses 26, il va sur ses 27. Donc, il a encore, je pense, 10 ans devant lui. Et je pense qu'il y en a très peu qui vont réussir à le battre. Mm-hmm. En espérant qu'il monte pas en 69, sinon il va devoir me rencontrer, il va avoir du mal. Donc, non, mais c'est vrai que c'est impressionnant ce que tu dis. Hein, mais pour ma part, c'est quelqu'un aujourd'hui qui est très très fort. On peut le voir sur ses combats contre Pedraza ou encore Gamboa et j'en passe. Même Barrios, c'est de très bons boxeurs. Ouais. Et il les a éteints. Il a tous tapé. Les gens pensent que c'est qu'un puncher, mais pas du tout. Non, il est excellent dans tous les domaines. Il est vraiment excellent dans tous les domaines. Écoute, on arrive à la fin de ce magnifique entretien. On te souhaite bon courage pour la suite de ta carrière. On espère te revoir sur le média à plusieurs reprises. Merci beaucoup. Je te dis à très bientôt. Merci beaucoup. The Goat. Je mets ça de près. Il revient en force pour l'anglaise. C'est ça. Merci, frérot.